On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Le Bonheur, c'est les autres, avec une personne qui m'inspire du bonheur, qui est Sandrine Schwartz. Bonjour Sandrine. Bonjour Gérard. Alors je dois dire tout de suite que ça m'amuse ce genre d'exercice parce qu'en général c'est moi qui pose les questions. Exactement. Et pour une fois je serai la cible de tes questions, donc j'en suis ravie. Et je dois avouer que... alors on se tutoie dans la vie, normalement on vous voit dans ce podcast, mais bon... je dois avouer que effectivement la première à avoir tiré c'est toi, puisque tu as eu la gentillesse de me recevoir dans ton émission de radio qui est sur Radio Shalom. Mais revenons à toi, puisque c'est toi aujourd'hui l'invité, c'est pas moi. Comment tu te présenterais? Moi je peux juste dire qu'aujourd'hui tu es à la tête de l'Institut Wiesel dans le cadre de l'ECUJ à Paris, mais au-delà de ça tu es historienne, tu es chercheuse, tu es auteur, tu as écrit pas mal de livres. Jamais des romans jusqu'ici, peut-être que ça te viendra un jour. En tout cas, tu n'as écrit que des livres autour ou sur l'histoire, et particulièrement l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et notamment de la Shoah. Mais toi, comment tu te présentes quand on te demande... tu te présentes devant quelqu'un qui ne te connaît pas, quels sont les mots que tu utilises ? En général, c'est difficile et j'ai toujours une petite appréhension parce que je dis que j'ai plusieurs casquettes. En fait, je ne pense pas me définir par une seule fonction, mais si je devais trouver juste un mot, je dirais historienne, dans toute son acception. C'est-à-dire que j'enseigne, je fais de la recherche, j'écris des ouvrages d'histoire avec cet intérêt pour la période post-Shoah et pour l'histoire des idées et pour les Juifs. Et pour les Juifs dans l'histoire des idées, donc les intellectuels juifs. Donc tu l'as dit tout de suite, donc tu es juive, issue d'une famille où je crois ton père était un rescapé de la Shoah, si je ne me trompe. Alors, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça, mais ça pourrait l'être. En fait, je suis une sorte de métissage. C'est ce qu'on m'a déjà dit. On m'a dit, mais tu es métisse parce que mon père est l'archétype du juif ashkénaze et ma mère est l'archétype de la juive séfarade d'origine tunisienne. Donc, dans la famille de mon père, nous avons été marqués par la disparition de mon grand-père dans les camps à Auschwitz en 1944 par le convoi 77. Donc, il est probablement décédé au mois d'août, début août 1944 et mon père était un enfant caché. Donc mon père qui aurait l'âge d'être mon grand-père et ma mère qui est beaucoup plus jeune, qui est née en Tunisie, à Tunis même, comme on dit chez nous, et qui sans doute a apporté une sorte de vitalité au judaïsme de ma famille paternelle. Aujourd'hui tu es mariée, tu as des enfants. Tu as des frères et sœurs aussi. Je crois que tu as une sœur, ça ? Alors moi, je suis la petite dernière de 4 enfants. Ouais. J'ai une grande sœur et 2 grands frères. Et j'ai 4 enfants aussi. Donc un garçon, une fille, un garçon. Et avec le même père. Alors pourquoi je le précise ? Parce que j'ai 2 grands adolescents et j'ai 2 plus petits. Et on me demande souvent, mais différence d'âge, est-ce que c'est le même père ? Oui, effectivement. C'est mon même mari depuis 20 ans. Donc maintenant qu'on t'a présenté, on va attaquer le questionnaire habituel du bonheur c'est les autres. Et déjà, avant de te parler de ça, ça t'inspire quoi le titre du podcast, Le bonheur c'est les autres ? Alors, je t'ai demandé tout à l'heure s'il fallait préparer avant cette émission, parce que d'un point de vue philosophique, il y a 2 concepts qui sont importants, la quête du bonheur et les autres. Alors, ça peut faire penser pour l'un à Bergson ou à d'autres philosophes, et l'autre à Emmanuel Lévinas, des philosophes juifs que je connais bien. Mais le bonheur, c'est les autres. Je suis assez d'accord avec cette assertion, même si on y met beaucoup de nous-mêmes. C'est que quand on attend des autres du bonheur, eh bien, il faut aussi que nous puissions donner quelque chose. Et donc, voilà, c'est une sorte d'échange. Le bonheur, c'est les autres. Après aussi, c'est une nature. Il y a des personnes qui, à mon avis, sont faites pour être positives et semer, disperser, véhiculer du bonheur. Et puis d'autres qui sont moins sensibles à ce genre de choses. Et le rapport à autrui, évidemment, dans ce lien
au bonheur. Alors, il faudrait définir aussi qu'est-ce que c'est le bonheur. Justement, on allait y arriver. Mais voilà, en fait, si on le prend comme une assertion philosophique, ça peut être quelque chose de très riche, ça peut être un sujet de philo pour le bac, mais en même temps aussi, c'est dans la simplicité de trouver de la joie dans le quotidien et dans le rapport à autrui. Justement, tu y viens. C'est quoi la définition pour toi du bonheur ? Tu donnerais quelle définition au bonheur ? Au-delà du fait que le podcast s'appelle « Le bonheur, c'est les autres », le mot même de bonheur, tu disais que la philosophie, c'était un sujet permanent de la philosophie, qui est aussi la quête de la sagesse, puisque c'est ça l'origine exacte du mot philosophie. Mais le bonheur, pour toi, c'est quoi ? Déjà, est-ce que tu fais un distinguo entre le bonheur et la joie ? Est-ce que le bonheur, c'est quelque chose de fugace ou c'est quelque chose de continu ? Et est-ce que c'est quelque chose de l'ordre de l'instantanéité, C'est à la bonne heure. Le bonheur. C'est le bon moment. Et je pense que justement, la quête du bonheur, c'est quelque chose qui semble plus durable qu'un instant de joie, que dans l'immédiateté. Le bonheur, c'est un sentiment de plénitude, une joie qui dure ou qui durerait. Et c'est peut-être aussi une quête, quelque chose vers laquelle on tend. Le bonheur, et puis c'est peut-être aussi une disposition, l'envie d'être légère, de tendre vers le bon, au bon moment, à la bonne heure. Si je te demande de me citer un souvenir heureux de ton enfance, ce serait lequel ? Et est-ce que tu as eu de manière générale une enfance heureuse ? Alors moi, je pense que j'ai beaucoup de chance en tant que petite dernière de ma famille et en plus petite dernière aussi de tous mes cousins et cousines, à la fois du côté paternel que du côté maternel. Je suis vraiment la petite dernière de la famille pour cette génération et c'est difficile de donner un moment heureux parce que j'ai été choyée, adulée, même par mes frères et sœurs dont certains sont plus grands beaucoup plus grands et qui étaient un peu comme des autres parents. Donc, un moment en particulier, qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est compliqué parce que j'ai pas eu de moment difficile. Voilà, en y réfléchissant, si je devais dire un moment particulier. C'est pas si courant dans la deuxième ou troisième génération, où Aurélie Barjonnet dirait la 2,5e génération des enfants de la Shoah. Ils n'ont pas tous eu des enfances très... Nous on a été préservés. Et ce qui explique peut-être aussi les thématiques de mes recherches ou le job que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on n'en parlait pas. Mais alors, on n'en parlait pas, mais c'était quelque chose qui manquait aussi. J'ai eu besoin de savoir, et peut-être que moi, la dernière de la file, eh bien, c'est pas pour rien que j'ai fait ces recherches dans ce sens et que j'ai reconstruit l'histoire de ma famille. Mais alors un moment de bonheur, enfin ça serait des choses très simples, ce serait de jouer dans mon jardin. Je me rappelle aussi quand j'étais petite, ma mère me prenait dans les bras dans le jardin. J'étais grande, j'avais 5-6 ans, on prend plus une petite fille dans les bras. Et puis on restait à se promener dans le jardin et j'étais dans les bras de ma mère. Ces moments-là, peut-être aussi des moments à l'école avec mes camarades, quand tout se passait bien. Je me rappelle qu'en CP, j'avais une maîtresse qui s'appelait Madame Arnaud. Alors j'ai fait toute ma scolarité dans l'école publique, laïque et républicaine, à Livry-Gargan, et c'était important. Et j'avais écrit des poèmes et elle m'avait félicitée. Bon, j'étais première de la classe, bon, c'était presque normal. Déjà brillante. C'était normal en fait. Voilà. Pour moi, c'était une lâcheté de pas apprendre, de pas faire son possible. C'était plus normal d'être première de la classe que d'être de l'autre côté. Donc, un moment en particulier, non, vraiment, c'est difficile. Déjà, tu viens de m'en donner deux. Voilà. Mine de rien, tu viens de m'en donner deux. Ouais. Mais quand tu étais petite, donc tu es devenue historienne, mais quand tu étais petite, tu voulais devenir quoi ? Alors, j'avais ces métiers quand j'étais petite, voilà, de midinette. Je crois que je voulais être esthéticienne, quelque chose comme ça. Et puis, très vite, j'ai voulu être journaliste. Parce que j'aimais bien les mots, j'aimais bien la recherche. Alors malgré tout, j'ai passé un bac scientifique et j'étais inscrite
Alors, c'était pas Parcoursup d'aujourd'hui, mais il fallait aussi faire des choix. J'étais inscrite dans des facs de médecine et j'avais mis dans un dernier choix une Hippocagne à Paris-Lamartine où j'ai été admise. Et du coup, voilà, j'ai dit à mes parents, on va laisser tomber la médecine et puis on va tenter une Hippocagne, des études littéraires. Hippocagne. Oui. Et après, tu as fait quoi? Alors, Hippocagne-Cagne, qui préparait à Sciences Po. Donc, j'étais admise au concours d'entrée à Sciences Po. Après, j'ai eu des équivalences à la fac en histoire. Et donc, DEA, doctorat. Je suis passée de la Sorbonne à l'École pratique des hautes études où j'ai soutenu un doctorat dans le département des sciences des religions en histoire moderne et contemporaine. Waouh, ça jette. Je ne te ferai pas l'affront de te dire que tu ne lis pas des livres, tu en lis énormément, tu ne fais pas qu'en écrire, tu regardes aussi des films, tu vas aussi probablement au théâtre. Si je te demande c'est quoi le livre, le film, l'auteur, ou éventuellement même le chanteur, la chanson, peu importe, qui t'a marqué de façon indélébile depuis ton enfance, tu me dirais qui? Alors ça aussi c'est pareil, c'est que comment choisir entre son père et sa mère. Des livres, j'en lis peut-être, ça va vous étonner, mais une dizaine par semaine. C'est-à-dire que je lis plusieurs livres en même temps, certains sont lus en diagonale, d'autres sont lus du début à la fin, mais j'ai toujours plusieurs livres à côté de moi et c'est vital d'avoir des livres, même quand je pars en vacances, j'ai mon Kindle ou j'ai un livre à portée de main. Donc il y a énormément de livres et de registres tout à fait différents, hein. Ça peut être des essais ou des romans ou même des bandes dessinées, mais s'il y en avait un de marquant, je dirais, parce qu'il faut en citer un, Pivoine de Perlbuck. C'est peut-être le vrai roman que j'ai lu quand j'étais enfant. Je devais avoir peut-être 9-10 ans. C'est ma sœur qui m'avait conseillé de le lire. Et ce livre m'avait bouleversée. Donc l'histoire, donc avec l'art de Perlbuck de raconter des livres à une époque de la Chine ancienne, une famille juive avec cette servante qui s'appelle Pivoine et qui est amoureuse du fils de famille qui est juif. C'est un amour impossible et ce livre vraiment est saisissant et je recommande sa lecture parce qu'à tous les âges on peut le lire. Elle a été très à la mode à une époque, beaucoup moins maintenant, on parle beaucoup moins d'elle. Oui. C'est plus du tout une référence, mais c'est vrai qu'à une époque, Perlbuck faisait partie des best-sellers en France. Et qu'il faudrait relire. Alors un film, alors c'est pareil aussi, je regarde quasiment pas la télé, mais il m'arrive d'aller au cinéma. Et pareil, c'est un film, peut-être que c'est pas le plus beau film, mais c'est un film qui m'avait marqué, c'était Minna Tannenbaum. C'est un film qui est peut-être sorti il y a 25 ans, peut-être un peu plus que ça, de Diane Curis. Et en fait, il y a deux personnages, une jeune fille juive séfarade et une jeune fille juive ashkénaze. Et je m'étais reconnue dans les deux héroïnes. Et ce film aussi, il ne repasse plus à la télé, mais c'est vraiment un film à voir, c'est un film intelligent. Je vais dire un auteur et qui va peut-être trancher aussi parce qu'on s'attendrait à ce que je cite des livres de Eliane Amado Lévy-Valency. Sur lesquels tu as travaillé, voilà, j'ai fait une biographie. À laquelle tu as consacré un livre. Voilà. Et ben, je citerai plutôt un auteur américain, Jonathan Tropper, qui a fait plusieurs ouvrages traduits en français. Et ce sont des livres... J'adore aussi. Ah, mais c'est un livre, on peut éclater de rire en le lisant. On éclate de rire. Ah, mais tout peut arriver, et c'est le titre d'un livre. Ouais. Et vraiment, c'est... malheureusement, c'est de la littérature américaine qui est trop peu lue aujourd'hui en France, mais il faut les lire. Ouais. Puis l'actualité, tout est chargé en ce moment. C'est très marqué par c'est très juif new-yorkais. C'est très juif new-yorkais. C'est un peu Woody Allen, mais il y a un peu de Philip Roth, mais en moins... Et puis tellement drôle. Ouais. Voilà. Et puis on s'ennuie pas, et c'est rocambolesque. Ouais, c'est Jonathan Tropper, c'est TRO de PER. Voilà. Pour ceux qui moi, je le dis à la française, c'est plus facile. Et ça a donné des films, mais qui n'étaient pas... Il y a eu un film... Ils sont pas à la hauteur. Pas terrible, Voilà. Après, je peux donner aussi peut-être un auteur israélien, Amos Oz. Ces livres qui se lisent très bien, ces histoires de kibbutz, etc. Mais bon, je pourrais vous en donner tu es très marqué c'est pas tout ce que tu as dit est marqué par le judaïsme.
Est-ce qu'il y a quelque chose en dehors de la sphère juive ou de la sphère, de la sphère juive? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un auteur ou un type de roman qui te plaît ou un type de livre tout simplement qui te plaît en dehors de de ce qui te constitue? Parce que tu l'as dit, tu es très marqué par tes origines et par ton histoire. Mais est-ce qu'il y a un auteur qui n'a rien à voir avec le judaïsme qui t'intéresse? Je lis tellement tout ce qui me passe dans la main. Je pourrais citer des tas de noms. Je dirais Amélie Nothomb. Ouais. J'aime bien lire. Je trouve ça intelligent. Il y a un vrai souffle. Houellebecq, qui est polémique, mais j'aime bien lire, ou des classiques, j'aime bien relire. Alors, dans mon Kindle, on peut charger gratuitement tous les auteurs qui sont tombés dans le domaine public. Alors, il m'arrive de relire tout Flaubert, tout ce que je peux, du Zola aussi, j'aime bien ce genre de lecture. Non, vraiment, enfin, ce qui est intéressant et ce qui me tombe sous la main. C'est Flaubert ton auteur préféré du 19e ou tu en as d'autres qui te plaisent beaucoup? Tu viens de parler de Zola, mais est-ce que Maupassant, oui, est-ce que Balzac, est-ce que... à des moments précis, je vais être monomaniaque et je vais lire tous les auteurs, tous les classiques, j'aime bien. Chacun, oui, ça peut être Balzac, ça peut être Chateaubriand, Victor Hugo, un peu plus précocement aussi. De relire ses poèmes, c'est vraiment jubilatoire, c'est tellement beau. On oublie comment ça s'enchaîne bien, du Verlaine, du Rimbaud, voilà. Mais bon, en même temps aussi de la littérature de Chiclite, de la littérature de Poulette, des choses où je me prends pas la tête. Ouais. Voilà. Non, tout peut... Tout passe entre tes mains. Tout passe. De quoi serais-tu incapable de te priver, sous-entendu pour être heureuse? Des bonheurs, mais des bonheurs au pluriel. C'est-à-dire que je prends tout ce que je peux prendre, un petit moment pour discuter avec mes enfants ou avec des amis, un bon repas, un joli livre, une petite phrase qui me trotte dans la tête et que je vais écrire et qui va me mettre de bonne humeur pour toute la journée, une musique que j'entends. Tu dirais que tu es épicurienne? Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, épicurienne, c'est vraiment une recherche un peu forcenée de plaisir, alors que moi, c'est comme toute la littérature ou la musique, je prends tous les bons moments. D'être avec un ou une amie ou avec ma famille devant un bon repas, déguster de nouvelles saveurs. Alors souvent, on se moque de moi aussi. Bouffe tunisienne ou bouffe ashkénaze? Alors moi, j'aime les deux. Franchement, j'aime les deux, mais j'aime aussi mélanger le sucré et le salé. Donc tu es plutôt découvrir de l'indien ou des choses comme ça. Ah oui. Et donc voilà, c'est pour ça que parfois on se moque de moi parce que on me dit tiens, ça c'est pour Sandrine, elle va goûter, elle va tester des trucs un peu inédits. Je prends tous les bonheurs du monde. On l'a dit, tu es marqué par ton judaïsme qui imprègne un petit peu à la fois ton travail et tes recherches personnelles et tes lectures personnelles, etc. Quel est ton rapport, non pas à la religion, mais parce que ta pratique ne regarde que toi, mais quel est ton rapport à la spiritualité dans son sens général et aussi avec la mort? Est-ce que c'est quelque chose, la mort, c'est quelque chose que tu vois comme de toute façon qui arrivera à un moment donné, mais est-ce que tu la vois comme tu t'en méfies, tu t'en défies, ou au contraire elle fait partie de ta vie et tu l'as intégrée, et peut-être même est-ce que tu dialogues, en tout cas symboliquement, avec tes morts? Alors il y a plusieurs questions, donc il y aura plusieurs réponses. Déjà, je pense avoir une relation apaisée avec mon judaïsme, c'est-à-dire que j'ai grandi dans le judaïsme. Je pense que la complémentarité entre le judaïsme séfarade et le judaïsme ashkénaze de mes parents a fait que on avait une inscription dans les rites, dans la croyance, mais qui n'était pas ni forcenée ni extrême. Donc de manière apaisée, ce qui fait aussi que je comprends toute cette éventail de manière d'être juif, du juif complètement athée au juif orthodoxe. C'est-à-dire que chacun a la liberté de faire ce qu'il veut. Moi, de mon côté, je pense avoir quelque chose d'assez linéaire dans mon rapport au judaïsme parce que
depuis mon enfance, c'était quelque chose d'à la fois concret, de normal et puis de serein et d'apaisé. Je crois évidemment en Dieu. Alors je sais pas pourquoi je dis évidemment, mais je crois en Dieu. Mais je suis pas une radicalisée dans cette croyance. Je crois aussi au fait d'être profondément française, de religion juive, ce qui signifie que di Malkuta Adina, la loi du pays est la loi, et que mon judaïsme ne prévaut pas sur mon inscription dans la République française. Dina des Malkuta Dina, je crois l'avoir mal dit. Ensuite, donc mon judaïsme est présent. Et tu dis ça tandis qu'on entend les cloches de l'église. De l'église, voilà, parce que ça fait partie aussi. Il y a une église juste à côté. Et puis ça fait partie de la France. Hein, on entend les clochers, on entend l'église sonner. Donc voilà, donc un judaïsme apaisé, une croyance en Dieu, le respect des rites par tradition, parce que dans ma famille on le faisait. Peut-être qu'aujourd'hui je le fais un peu plus que cela n'était fait auparavant. Et puis en plus, comme tu le soulignais, c'est aussi professionnellement quelque chose d'important parce que je travaille sur des thématiques juives ou j'ai une émission sur la fréquence juive. Donc mon rapport au judaïsme aussi est presque quotidien. Donc il fait partie de ma vie. Mon rapport à la mort, eh bien, j'y pense pas souvent. Comment le qualifier ? Est-ce que je parle avec mes morts ? J'ai la chance de pas avoir de manière très proche des disparus. Alors j'ai des oncles, des tantes, des amis aussi, qui malheureusement nous ont quittés trop tôt. Mais est-ce que je discute avec eux ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. C'est vrai que parfois ils m'apparaissent dans mes rêves, dans mes songes. Mais encore une fois, c'est toujours de manière... c'est pas des cauchemars. C'est quelque chose d'assez apaisé, plutôt... Même le mot relaxant est peut-être pas le mot qui convient, mais en tout cas pas de conflit, pas d'angoisse, pas de stress. Il m'arrive de parler à Dieu. Il m'arrive de parler à ces intermédiaires dans des pèlerinages ou des choses comme ça, mais encore une fois, c'est jamais forcené ou de la radicalisation, parce que j'ai l'impression que d'avoir une relation privilégiée avec certains, je dirais pas à qui, je te le dirai en privé, quand il y a évidemment des épreuves dans la vie et puis qu'on convoque ou qu'on s'adresse à un intercesseur, eh bien moi j'ai l'impression qu'il y en a un qui m'écoute plus que d'autres. Voilà. Et puis ce que je voudrais aussi dire, c'est que mon judaïsme pour moi, c'est un truc en plus. C'est une chance que j'ai depuis que je suis née, non seulement qui me donne une particularité par rapport aux autres Français ou aux autres citoyens du monde, et une richesse aussi. Cette possibilité d'avoir des textes qui sont des modèles, qui sont une ligne directrice, une sorte d'éthique pour la vie, et puis peut-être aussi le judaïsme qui me permet de ne pas être fondue dans la masse. Pour moi, ça a toujours été une chance. Alors évidemment, il y a un antisémitisme aujourd'hui qui nous inquiète, qui m'inquiète, mais jamais, au grand jamais, je ne cacherai le fait d'être juive. Alors j'allais t'en parler, j'allais te demander si tu trouvais que tu étais la même juive française ou la même française juive aujourd'hui que tu l'étais avant le 7 octobre 2023. Le 7 octobre est un jour sans fin. J'ai, comme d'autres, l'impression d'être toujours dans ce trou noir des massacres du 7 octobre et que chaque journée apporte son lot de mauvaises nouvelles et qu'on n'en sort pas. Pour la première fois de ma vie, peut-être que je l'avais vécu avant, mais pour la première fois ou les premières fois de ma vie depuis le 7 octobre, j'ai ressenti l'antisémitisme. Avant, peut-être qu'il y avait eu des cas, mais où j'avais oublié, où c'était pas suffisamment important pour que ça m'atteigne. Là, depuis le 7 octobre, à plusieurs reprises, j'ai été confrontée à l'antisémitisme. Depuis le 7 octobre, pour la première fois de ma vie, j'ai songé aussi à l'idée de pouvoir quitter la France, alors que je me sens profondément française de confession juive. Ça fluctue, il y a des hauts et des bas, et c'est vrai que irrémédiablement, il y a un avant et un après 7 octobre. On verra de quoi demain sera fait.
Quel est le mot de la langue française que tu préfères ou celui auquel tu penses là à l'instant alors qu'on est face à face? Ça peut prêter à confusion, mais avant que tu commences la question, j'avais ce mot en tête, c'était amour. Voilà. Pourquoi ce mot? Parce que amour, c'est beaucoup de choses. C'est l'amour de la vie, c'est l'amour de la sagesse, la philosophia. C'est ce que j'aime faire. Je suis jamais aussi bien que quand je fais de la recherche, que je découvre une nouvelle archive et que je sais que je vais en faire un livre et que après en quelques phrases j'arrive à faire passer ce document d'archives dans des mots. C'est l'amour de partager des instants privilégiés en famille. Alors moi je suis très attachée à mes proches, à mes parents, à ma sœur, à mes frères et sœurs, à mes enfants, à mon mari. On s'appelle tout le temps. D'ailleurs ça peut paraître même étonnant ce rapport de plusieurs appels téléphoniques par jour, mais j'ai besoin de ça et d'ailleurs quand tu me posais la question après le 7 octobre, c'est que d'envisager de quitter la France serait compliqué parce que il faudrait qu'on parte tous. Je peux pas envisager de partir sans mes parents et sans mes frères et sœurs. C'est absolument pas acceptable. Et puis j'aime bien saisir les bons instants du quotidien. Je pense qu'on a une chance incroyable d'être en bonne santé, de vivre dans un pays où quand même on n'est pas opprimé, d'être une femme aussi, de pouvoir choisir la manière dont je pense, dont je m'habille, dont je me couvre ou je me découvre les cheveux. Donc voilà, c'est l'amour vraiment avec un grand A et de tous ces plaisirs de la vie. Alors, il y avait déjà eu des témoins qui avaient donné ce même mot amour, et à chaque fois je pose la question, mais toi qui es une littéraire, ça devrait être les doigts dans le nez que tu vas me répondre. Quelle est la particularité du mot amour dans la langue française? Alors là, tu me poses une colle. Est-ce que donc c'est pas un palindrome? Ah, je suis content. J'ai réussi à coller la très brillante Sandrine Schwartz. Très brillante, je sais pas. La preuve que non. Non, dis-moi, tu m'intrigues. Amour fait partie des 3 mots qui changent de genre au singulier et au pluriel. Tout à fait, c'est vrai. Une belle amour, plutôt un bel amour, 2 belles amours. Tout à fait. Amour, délice et orgue. Ouais. Mais tu es sensiblement plus jeune que moi, donc on te l'apprenait pas comme moi on me l'apprenait à l'école. Mais au moins ça montre la pluralité et les équivoques de ce mot. Ouais. Et donc il y a des mots non pas qui changent de genre en hébreu, mais par exemple qui n'existent qu'au pluriel, et le mot le plus connu étant la vie, les chaim, qui n'existent qu'au pluriel et il n'existe pas au singulier. Donc on ne dit jamais à la vie, on dit aux vies en fait. C'était Delphine Revillers qui rappelait ça dans un de ses livres. Sandrine, est-ce que tu as tendance à douter souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que tu as tendance plutôt à douter de toi ou à douter des autres? Ça aussi, c'est une question pas facile. Je pense que je doute donc je suis. Et je suis assez exigeante. J'arrive à me satisfaire. Mais c'est vrai que avant d'entamer quoi que ce soit, eh bien, je vais en faire beaucoup. Donc, c'est un doute, certes, mais c'est un doute positif qui va m'aider à me dépasser. Je pense aussi qu'en tant que femme, on est quand même conditionné à avoir toujours ce sentiment d'illégitimité et d'avoir la nécessité d'en faire davantage pour être crédible. Je pense que je fais aussi partie de ce genre de personnes. Donc, je doute pour me dépasser, donc c'est positif. Est-ce que je doute des gens? Je dis souvent, quand je suis en voiture, qu'il faut faire attention non seulement à moi, et aussi aux autres. Donc je doute des réactions des autres, ou en tout cas je m'inquiète des réactions des autres. Donc c'est peut-être aussi la même logique, parce que le doute, c'est les autres aussi. Le doute, c'est les autres aussi. Est-ce que tu décrivais au début le fait de vouloir en faire beaucoup, parce que justement tu doutes, ou parce que tu veux montrer que tu connais ou tu maîtrises un sujet? Ça, c'est typiquement le syndrome de la bonne élève, et visiblement tu en étais une excellente, donc ça ne m'étonne pas. En tout cas, je pense pas que tu aies... Alors peut-être que tu vas me dire le contraire, mais tu n'as jamais souffert du syndrome de l'imposteur, de l'impostrice. Il paraît que ça existait. Honnêtement, non, parce que en fait, je travaille beaucoup. Et quand on travaille beaucoup et qu'on se donne les moyens, en général, non, il n'y a pas ce syndrome-là. Après, il y a quand même autre chose, c'est que quand on est une femme, moi j'ai commencé des activités, par exemple, j'étais chef de la rubrique culture d'actualité juive, j'avais une 20aine d'années. Je me rappelle d'Henri Minceles, quand on allait à des événements, il disait c'est ma chef, et moi j'avais 20 ans, 22 ans,
c'était un peu étonnant. C'est le rapport que l'autre me donne. C'est-à-dire que quand on est une jeune femme, quand on est une femme, et je rajouterais aussi quelque chose dont a souffert quelqu'un comme Eliane Amado Lévy-Valency, une philosophe pourtant très brillante, quand on est féminine, eh bien on est souvent moins crédible dans les apparences que d'autres femmes qui vont se grimer en hommes pour montrer qu'elles sont à égalité avec la gente masculine. Donc, mais c'est sûr que Marguerite Yourcenar avait plus de crédit intellectuel que Marilyn Monroe. Mais c'est ça, alors que Marilyn Monroe était très intelligente. Oui, elle avait le QI d'Einstein, paraît-il. Ouais. D'ailleurs, il y a une histoire drôle à ce sujet, par rapport à leurs enfants. Ça aussi, c'est très juif de vouloir raconter des histoires drôles ou des blagues. Ah bah oui, c'est l'humour juif. Alors je vais le dire à ma façon. Ouais. C'est imaginons que Marilyn Monroe ait des enfants. Vaut mieux qu'ils aient le physique de Marilyn et le QI d'Einstein que l'inverse. Et donc voilà, donc quand on est une femme, quand on est jeune, quand on commence à faire des choses, c'est qu'on peut être souvent taxé de non-crédibilité, et c'est une crédibilité à construire, et que parfois il faut en faire 10 fois, 20 fois plus, mais on y arrive. C'est beaucoup d'énergie, mais on y arrive. J'ai une petite question par rapport à ça, que je ne pose pas habituellement. Est-ce que tu crains l'âge, la vieillesse, le fait d'être moins jolie, moins fraîche qu'aujourd'hui, ou tu l'as intégré dans ta philosophie et ça va aller? Eh bien, très honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, avec beaucoup d'honnêteté, je n'ai pas encore atteint l'âge où la beauté se fane de manière évidente. Donc, tu sais ce que disait Gainsbourg par rapport à ça? Non, dis-moi. Il disait la laideur associe de supérieur à la beauté, c'est qu'elle dure. Non, en fait, c'est vrai que je sens qu'on me regarde ou que je plais et pour l'instant, ça dure encore. Donc, c'est sûr que demain, si on me regarde plus, ou peut-être que oui, ça sera compliqué, mais là, pour l'instant. Quel défaut de tes contemporains tu as le plus, je précise bien le plus, d'indulgence? Quel est le défaut que tu le vois, tu le sens, tu sais chez l'autre qu'il a ce défaut, mais tu dis c'est pas grave, pour lequel tu as le plus d'indulgence? Ça va paraître étonnant, mais c'est un gros défaut, mais c'est celui de la méchanceté. Quelqu'un qui est méchant, je vais le plaindre et je vais essayer de comprendre pourquoi il est méchant, pourquoi il est aigri, et parfois on me dit mais tu es trop gentil, ou je vais aller vers des gens comme ça parce qu'ils me font de la peine. En revanche, il y a des défauts pour lesquels ça passe pas du tout, c'est l'orgueil. Les gens orgueilleux, non, ou prétentieux, non, là pour moi c'est pas possible. Tu aurais pu être indulgente avec Jean-Luc Mélenchon par rapport à la méchanceté, mais comme il est orgueilleux, tu peux plus du coup. C'est presque un peu ça. C'est l'aigreur ou la méchanceté, c'est tellement un gros défaut que ça me fait de la peine, et que je me dis que c'est sans doute compliqué pour eux de le vivre au quotidien. Aussi les gens qui sont mal élevés. C'est un gros défaut. Je trouve que c'est un handicap dans la vie de pas avoir eu accès, de pas avoir été bien élevé. Mais en même temps, j'ai un peu d'indulgence parce que je me dis, ils ont mal commencé. C'est pas de leur faute. Voilà. Mais on peut progresser dans la vie, oui, on a pu avoir une mauvaise éducation, ou avoir été élevé dans le ruisseau, comme on dit, ou ne pas avoir eu des parents qui t'ont donné les bonnes règles et le bon cadre, mais tu peux quand même évoluer. Mais ça vient très vite. Alors pour ça aussi, j'ai peut-être une théorie qui m'est particulière, c'est que une fois que sa formation est faite, c'est très difficile de changer. On ne change pas la nature des gens. Et je dis ça à l'épreuve de la réalité. Ou sinon, c'est des personnes qui font des efforts, mais en fait qui vont pas changer radicalement. On change pas la nature des gens. Le monde, et en particulier la France, peut être divisé un peu sommairement et un peu schématiquement, et on retrouve ça d'ailleurs dans certains contes juifs, entre optimistes et pessimistes. On sait qu'il y a la fameuse, tu dois connaître par cœur, la fameuse formule, pendant la guerre, les optimistes étaient à Auschwitz et les pessimistes étaient à Hollywood ou à New York. Mais toi, est-ce que tu considères que tu es plutôt optimiste ou plutôt pessimiste?
Et si tu es l'un ou l'autre, qu'est-ce qui te rendrait optimiste pour l'avenir ? Alors moi, je suis résolument optimiste. Alors explique-nous. Je vois plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. J'essaye à chaque fois, même dans les situations les plus dramatiques, de trouver de la lumière plutôt que de l'obscurité. Parce qu'aussi, c'est un sauf-conduit. Si tout est noir, s'il n'y a pas d'espoir, comment on s'en sort ? Donc dans toutes les situations, j'essaie toujours d'y voir du positif. Et si vraiment tout est négatif, eh bien, je m'en vais. Je m'en vais. Et après, j'ai les cartes en main pour tout reconstruire et créer du positif. Donc voilà, j'ai tendance à imaginer que même aujourd'hui, la situation est extrêmement tendue par rapport à l'antisémitisme, par rapport à la politique, mais j'essaye d'y voir un espoir et je me dis tout n'est pas perdu et on peut toujours s'en sortir. Tout simplement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant en conclusion ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines et les prochains mois pour que vous soyez heureuse, que vous soyez toujours heureuse, puisqu'on a compris que vous l'étiez. Vous essayez d'être optimiste. C'est quoi qui vous ferait vraiment plaisir ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Avoir plus de temps. J'aimerais avoir plus de temps pour écrire 3 livres que j'ai en projet. Et malheureusement, je cours après le temps. Le temps me manque. Et j'aimerais peut-être me libérer de certaines obligations professionnelles et pouvoir me consacrer à vraiment ce que j'aime. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir faire de la recherche et puis d'écrire des livres et pas m'arrêter à ça, transmettre les messages qui sont écrits dans ces livres parce que ce n'est pas un exercice égoïste et que souvent les biographies que j'écris, le but c'est de montrer que des personnes qui nous ont précédés ont un message à nous transmettre pour demain. C'est ce qu'on vous souhaite, Sandrine. On espère que vous aurez le temps, vous trouverez ce temps qui vous manque pour écrire ces 3 livres. Et on vous dit à bientôt. À bientôt, Gérard, et merci pour ces questions. Avec plaisir. Merci, Sandrine.